Vous m'entendez bien? Carla est parmi nous également. Alors, est-ce que voilà, ce que je vous propose, c'est rapidement par le chat de me dire effectivement si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas de problème. Ok, Anne, merci Xavier. Bon, il est 15 heures, on va directement commencer. Super, merci beaucoup Sabrina. Merci Franck. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Antoine Benoît, je travaille pour un groupe qui s'appelle le groupe Job in Live. On a différentes entités, moi je m'occupe de l'entité conseil qui s'appelle Avisea. Et effectivement, dans cette période de confinement, on a souhaité mettre en place un ensemble de webinaires à destination de notre écosystème, de nos partenaires, des structures que l'on accompagne, des personnes en situation de handicap, des candidats en recherche d'emploi. Voilà, pour leur donner des conseils, des tips, des études, pouvoir échanger avec eux. Ça nous semblait important. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour ce webinaire sur le confinement, maintenir le lien avec les collaborateurs en situation de handicap. Alors, bien évidemment, on vous adressera par la suite le replay de ce webinaire ainsi que le support. Donc, vous pourrez bien sûr en bénéficier. Comment les choses vont se passer? Je vous propose effectivement de poser vos questions si vous en avez ou de faire vos remarques. On va vous solliciter pour nous indiquer un petit peu ce que vous avez pu faire au sein de vos entités. Donc de le faire dans le chat. Ça nous permettra à la fin du webinaire de pouvoir répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. Bien évidemment, je ne serai pas fondamentalement amené à pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, eh bien, on s'attachera à aller chercher l'information pour vous et vous faire un retour. Si vous avez effectivement des remarques, vous souhaitez communiquer sur ce que vous avez fait, sur des formes un petit peu de bonnes pratiques, voilà, c'est également le moment. Donc, on verra à la fin du webinaire un petit peu ce qui ressortira. Ça me permettra de cibler les questions que vous aurez pu avoir. Pour très rapidement, donc Job in Live, vous nous connaissez, hein, Avisea également. On est un cabinet de conseil sur la diversité et l'inclusion. On accompagne les entreprises sur un certain nombre d'actions, des dispositifs de diagnostic, d'accompagnement, d'audit, de la formation, de l'assistance aux collaborateurs, des dispositifs de sensibilisation. Et la partie Job in Live est plus axé sur la démarche de recrutement et le sujet de la communication et de l'adhésion des collaborateurs aux politiques sociales. Ce qu'on va vous proposer dans un premier temps, pour débuter, on va vous solliciter, on va vous poser deux questions relativement simples, on l'espère, pour savoir un petit peu ce que vous avez pu réaliser. Donc, on va prendre quelques secondes, quelques minutes. On vous laisse répondre. Première question, quelle est votre fonction au sein de votre entreprise ou de votre organisation? Donc ça, on vous laisse répondre. Deuxième question, avez-vous réalisé des actions spécifiques à destination des collaborateurs en situation de handicap? Information sur le Covid-19 et les gestes barrières, information sur le télétravail, des baromètres, des sondages, des questionnaires, propositions de réalisation d'entretiens téléphoniques individuels, actions de sensibilisation et de formation à destination des managers, communication sur les personnes à contacter, sur la mise en place de services spécifiques, type ligne d'information handicap ou autre, et ça peut arriver, vous n'avez pas fait d'action spécifique à destination de collaborateurs en situation de handicap. Je vous propose de répondre à ces deux questions. Si jamais vous avez fait autre chose, parce qu'on n'a pas forcément pensé à tout, eh bien, n'hésitez pas à l'inscrire dans le chat, de sorte que on puisse, vous puissiez le partager également aux autres acteurs, aux autres participants. Donc, je vous propose de prendre quelques secondes, quelques minutes. Carla, je te laisse mettre du questionnaire afin de pouvoir le clôturer quand on a un nombre structure de bénévolat, organisation de visioconférence. Merci Xavier. Effectivement,
dans le cadre du webinaire, on a demandé, on a auprès de nos partenaires, des entreprises que l'on accompagne, un petit peu ce qu'elles ont pu faire. Effectivement, on a eu des retours sur la mise en avant des actions de bénévolat des collaborateurs, des plateformes d'engagement, voilà, on l'évoquera tout à l'heure, mais qui sont effectivement dans cette phase qui peut être complexe, et notamment pour des personnes vulnérables, un moyen de recréer du lien. Je pense qu'on en a tous besoin. Carla, je te laisse me dire quand est-ce que... voilà, merci d'avoir participé à l'enquête sur l'aménagement de poste et de domicile pour les salariés qui en ont besoin. Donc voilà, en l'occurrence, alors, on a effectivement une majorité de personnes qui ont des fonctions de responsable de webinaire sur les connaissances. Merci Xavier pour votre partage. Une majorité de personnes qui sont responsables ou chargées de mission handicap au sein de leur structure. On a des personnes qui viennent des ressources humaines, des fonctions de direction. Et puis sur les actions qui ont été mises en œuvre, effectivement, sur les répondants, principalement des communications sur les personnes en charge, des services à disposition des collaborateurs en cas de besoin. On fera remonter, de toute façon, les différentes expressions. Information sur le télétravail, effectivement, c'est un point qu'on va évoquer. Aménagement de domicile également. Merci beaucoup pour votre partage. Donc, pour reprendre on s'appuiera sur ces éléments pour la présentation. Alors, ce que je vous propose dans ce cas de ce webinaire, alors il nous a semblé important dans un premier temps de revenir sur quelques notions générales. Alors il est naturel que les actions ou les pistes d'action qu'on va évoquer ensemble, certes, ciblent aujourd'hui les personnes en situation de handicap, mais pour autant sont des actions qui peuvent être déployées, qui doivent en soi être déployées à destination de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça va de soi. Mais en tout cas, pour reposer le cadre, remettre du contexte à cette notion de lien et pourquoi nous devons à tout prix maintenir le lien avec nos collaborateurs et notamment nos collaborateurs en situation de handicap. Voilà, il nous a été semblé important de préciser quelques notions, on va les voir. Ensuite, nous évoquerons effectivement la démarche de maintien de lien avec les collaborateurs sur la base à la fois d'exemples et de comment on peut organiser cette prise de lien. Il se trouve qu'effectivement, on peut s'interroger sur quels sujets on peut aborder. Il y a des sujets prégnants qui peuvent avoir trait à la confidentialité, au respect de la vie privée, donc aux informations qu'on va recueillir et ce que l'on va en faire, est-ce qu'on peut les communiquer, etc. Donc, on évoquera effectivement cette démarche que l'on peut mettre en œuvre et comment la mettre en œuvre et quel sujet aborder. Et puis, dans un dernier temps, préciser, on a mis quelques exemples supplémentaires d'actions qui peuvent être mises en œuvre et puis potentiellement échanger avec vous ou répondre aux différentes questions que vous aurez pu poser au cours de ce webinaire. Donc, pour commencer, la première notion qui m'a semblé importante à mettre en avant dans cette démarche de confinement, c'est la santé et la sécurité des collaborateurs. Alors, il est naturel aujourd'hui que maintenir le lien sert effectivement à se rapprocher des collaborateurs, mais dans un premier temps, sert à remplir une obligation qui est une obligation impérieuse, qui est d'assurer la santé physique et mentale des travailleurs. Alors c'est une obligation qui est rattachée à une obligation de résultat. Et c'est vrai que cette démarche qui vise à accompagner le collaborateur est une démarche très importante. L'employeur a un certain nombre d'obligations à réaliser. Et il est vrai que dans une démarche où aujourd'hui les collaborateurs sont confinés en télétravail, pour ceux qui maintiennent leur activité bien évidemment, il est nécessaire que l'employeur mette en place un certain nombre d'actions de prévention, d'anticipation pour éviter effectivement des situations qui pourraient nuire ou représenter un danger grave ou imminent pour la vie ou la santé du collaborateur. D'ailleurs, on peut le voir, le Haut Comité pour la santé publique a listé dès le 23 mars un ensemble de situations
typologies de population qui sont considérées comme vulnérables et qui doivent effectivement être écartées du risque, qui est la première démarche de prévention, et qui est le fait d'écarter la personne du risque auquel elle est confrontée. Donc, on retrouve un certain nombre de pathologies dans cette liste, et les personnes ayant plus de 70 ans, etc. Et d'ailleurs, on a eu certaines entreprises qui ont très tôt communiqué auprès de leurs collaborateurs pour pouvoir recueillir effectivement ceux qui rentreraient dans cette liste pour pouvoir très rapidement les mettre en télétravail et ce même pour certaines d'entre elles avant le 23 mars ce qui a permis d'ailleurs à certains collaborateurs du coup de manifester un certain nombre de situations qu'ils n'avaient pas communiquées auprès de leur employeur et pour certains d'ailleurs de communiquer leur reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc c'est vrai que cette démarche de prévention, c'est la première étape en fin de compte de l'action qui vise à considérer que le collaborateur, même s'il est chez lui, même s'il est dans un environnement qu'on pourrait considérer comme sécurisé parce que c'est un environnement personnel, dans une certaine mesure, la charge, la responsabilité de l'employeur qui s'incombait plutôt à l'environnement de travail, donc les lieux de travail et éventuellement la démarche de transport domicile lieu de travail. Dorénavant, cette responsabilité s'est reportée au sein même de la sphère privée. Donc, c'est comment l'employeur, dans le respect de la vie privée du collaborateur, peut remplir cette obligation d'assurer la santé et la sécurité. Le deuxième point qui me semble important de mettre en avant est celui qui relève du suivi médical des salariés, et notamment le suivi médical des salariés en situation de handicap. C'est vrai que dès lors que qu'on est en phase de confinement, pour autant le suivi médical ne s'arrête pas. Alors il est vrai qu'on a eu un décret très récent qui a prévu que dorénavant l'ensemble des délais pour la réalisation des visites d'information et de prévention, la réalisation des examens médicaux, etc., qui étaient prévus à court terme, pouvaient être décalés jusqu'au 31 décembre. Pour autant, pour les personnes en situation de handicap, le suivi médical et les différents examens médicaux qu'ils pouvaient avoir avec les organismes de santé au travail doivent être maintenus en raison justement de leur vulnérabilité. Donc, c'est un élément important. Vous avez également, alors il y a un certain nombre de lignes d'information handicap, de lignes de support qui ont été mises en place à destination des collaborateurs. Vous avez notamment les services de santé au travail qui ont mis en place un numéro vert. On vous le communiquera un peu plus avant. 0800 130 00 qui vise justement, qui est une plateforme qui, 7 jours sur 7, permet aux employeurs et aux salariés qui n'ont pas trouvé de moyens d'assurer le suivi médical de leurs collaborateurs, de trouver effectivement des solutions. Sachant qu'effectivement, on a tout de même un certain nombre de personnels soignants qui sont mis en disponibilité en termes de réserve sanitaire. Donc aujourd'hui, on pourrait effectivement avoir des difficultés à solliciter les services de santé au travail, notamment les services interprofessionnels, pour les collaborateurs et justement rentrer dans cette démarche d'étude de poste. Parce qu'il est vrai que pour pouvoir bénéficier d'un aménagement du poste de travail, la démarche somme toute classique est d'avoir recours au médecin du travail qui va réaliser une préconisation sur la base d'une étude de poste et qui va permettre de mettre en place l'aménagement. Aménagement qui va être soit financé en propre par l'entreprise avec la capacité d'obtenir des aides d'organismes extérieurs type AGFIP, soit même de financer en propre dès lors que l'entreprise a une contribution à verser à l'AGFIP et qu'elle peut en déduire une partie relevant des besoins d'aménagement de poste de ses collaborateurs. L'autre levier, effectivement, concerne les entreprises qui ont des accords dits agréés et qui, eux, peuvent autofinancer la démarche. On a eu dans le cadre des aménagements de poste, on a eu des sujets sur le fait des questions du type est-ce qu'un collaborateur en situation de handicap qui bénéficie d'un siège ergonomique, par exemple, sur son lieu de travail, comment on peut faire effectivement pour qu'il en bénéficie également sur son domicile. Alors il y a une solution qui est potentiellement d'aller chercher ou de se faire livrer, de la récupérer et livrer le matériel. Après il y a toujours un sujet sanitaire sur le nettoyage du matériel et sa livraison.
Je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont verrouillé leurs locaux et pour lesquels il n'est pas possible d'aller chercher les dispositifs techniques d'aménagement. Donc, pour cela, effectivement, et on le verra après, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en œuvre pour aider au financement de l'aménagement du domicile dans le cadre du télétravail. Et les entreprises, notamment sous accord, restent bien évidemment en possibilité de financer ces dispositifs. Vous avez ensuite une autre notion qui nous semble importante, qui est bien évidemment la notion de télétravail. Le télétravail aujourd'hui, je pense que tout le monde naturellement en a très clairement la définition, vu qu'on le vit tous au quotidien, en tout cas pour ceux qui sont encore en activité. Alors je le précise parce qu'effectivement, vous avez un certain nombre de collaborateurs qui ont pu être mis en arrêt de travail, notamment sur les collaborateurs en situation de handicap. C'est également une des recommandations du Haut Conseil de la santé publique. Et donc, un certain nombre de collaborateurs qui ont pu être mis en télétravail assez tôt. Ces collaborateurs ne sont pas forcément sollicités étant en arrêt de travail. Effectivement, dès lors qu'on est en arrêt de travail, il y a une forme de distanciation qui se réalise entre l'employeur et son collaborateur. Mais pour autant, le collaborateur peut continuer de bénéficier d'un certain nombre d'informations qui peuvent lui être transmises, notamment par exemple par courrier, et qui permettent notamment de rappeler à la fois des informations liées à la politique de santé globale et des démarches de prévention qu'il peut réaliser dans le cadre du suivi médical. Pour le télétravail, en tout cas, on est dans un cadre particulier où cette mise en place de télétravail devient la norme, devient le cadre d'expression du contrat de travail. Et donc, d'une part, l'employeur a un certain nombre d'obligations, s'assurer que le médecin du travail, avec le médecin du travail, que le salarié est apte au télétravail ou au travail isolé. C'est un point qui est important pour un certain nombre de collaborateurs qui n'avaient pas l'habitude d'avoir recours au télétravail ou qui ne pouvaient pas en bénéficier. L'employeur doit être en situation de permettre aux salariés d'identifier ses contraintes liées à son environnement. Donc là, il y a un échange et c'est là où la recherche de lien avec le collaborateur doit permettre justement d'aller chercher, d'identifier ses contraintes. Bien évidemment, l'employeur doit prendre à sa charge les coûts matériels, logiciels qui sont utilisés par le collaborateur. Alors, il y a une certaine latitude, parce que c'est vrai que la mise en place volontaire par l'employeur du télétravail implique normalement une prise en compte des coûts liés à l'immobilisation d'une partie de l'environnement personnel. Là, en l'occurrence, compte tenu de la situation, en tout cas des différents échanges, on n'en arriverait pas là. Mais pour autant, sur la notion d'outillage, d'outils de communication, etc., effectivement, c'est à l'employeur de trouver les moyens et de s'assurer également que le collaborateur peut avoir une bonne utilisation, une utilisation sereine de ces outils. Il y a également, le télétravail implique également des obligations côté salarié, obligations liées à l'obligation de joignabilité, le fait d'être joignable. Effectivement, le collaborateur a des plages horaires, même les collaborateurs au forfait jour ont des plages horaires durant lesquelles ils doivent pouvoir être contactés. Maintenant, effectivement, c'est les échanges et le lien avec le collaborateur qui permet de déterminer ce cadre de travail, déterminer les temps d'échange, les temps de pause, les temps de repos, élément très important effectivement dans la continuité de l'activité. Le dernier point que je souhaitais aborder avant de rentrer dans cette démarche de lien, c'est le sujet effectivement de l'information sur le handicap. Alors, on est dans aujourd'hui, si on fait une lecture précise du Code du travail, le Code du travail ne précise en aucun cas que les informations sur le handicap sont confidentielles. Ça pourra en étonner un certain nombre, mes propos, mais je vais m'expliquer. Le Code du travail prévoit uniquement une démarche liée à l'obligation de discrétion. Discrétion sur les données qu'une personne pourrait, notamment les personnes en charge de représentation du personnel, auxquelles elles auraient pu avoir accès, mais en aucun cas il y a une obligation ou une confidentialité sur ces données. En fait, la notion de confidentialité ou de respect de discrétion, elle découle du respect de la vie privée du collaborateur. Donc ça, c'est important aujourd'hui parce que dans le cadre du télétravail et du confinement, effectivement, on plonge littéralement dans la vie du collaborateur. On a tous des échanges avec nos équipes, avec nos collaborateurs, où on entend les enfants, où on voit effectivement un environnement de travail.
au début du confinement, on était encore dans une démarche d'allumer les caméras. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus éteintes. C'est également un signe un petit peu de maintien de lien. Mais en tout cas, cette notion de confidentialité, de gestion des données, etc., c'est une notion qui est importante, mais qu'il ne faut pas non plus ériger comme un dispositif sacro-saint, au risque justement de ne plus pouvoir poser de questions et de ne plus pouvoir interroger les collaborateurs. Donc bien évidemment, moi on privilégie la démarche effectivement de discrétion. C'est-à-dire quand on crée un échange avec un collaborateur, bien évidemment, lui faire part qu'on va être toute information qui nous serait communiquée donneront lieu à une discrétion, mais pas non plus à une confidentialité, parce que sinon, comment on fait pour, on parlait avec le manager, comment on fait pour remettre le sujet au centre des équipes et pour pouvoir le traiter. Effectivement, la notion de secret médical est une notion spécifique, hein, et pour rappel, d'ailleurs, le secret médical n'incombe qu'au personnel médical. Il est prévu par le Code de la santé publique et il relève effectivement des médecins, des infirmiers, etc. Aujourd'hui, un chargé de mission handicap, un RH qui a des informations médicales n'est pas tenu au secret médical. Il est tenu au respect de la vie privée du collaborateur, mais il n'est pas tenu au secret médical. Donc voilà, c'est une notion importante parce que voilà, sur la base des informations qu'on serait amené à collecter, à échanger dans le cadre de cette recherche de liens, être conscient ou en tout cas exprimer auprès du collaborateur le fait que les informations effectivement ne seront pas divulguées sans son consentement, ou en tout cas si elles doivent être divulguées, échanger et expliquer pourquoi avec le collaborateur il est nécessaire de divulguer. Mais j'ai envie de dire, cette situation, elle était déjà prégnante avant même la démarche de confinement, dans le cadre de toutes les politiques handicap. Mais aujourd'hui, effectivement, elle prend une consonance un petit peu plus particulière. Donc, une fois, dès lors que ces quatre grandes notions que sont l'obligation de santé et de sécurité, dans le cadre de la démarche de prévention, le suivi médical des collaborateurs, la notion de télétravail et des obligations incombant l'employeur d'une part et le collaborateur d'autre part, et la notion d'information et de discrétion au niveau des informations qu'on va glaner sur le collaborateur en situation de handicap, ou qu'on peut échanger. Comment ou quelles sont les solutions aujourd'hui qui permettent justement de créer du lien ou de maintenir du lien. Alors, nous, effectivement, au sein d'Avisia, on a une démarche qui est, vous allez me dire, qui est peut-être très consultant, mais qui permet effectivement d'être dans une démarche d'entonnoir et d'accompagner au fur et à mesure et de clarifier les différentes étapes de l'accompagnement. Donc, de par les informations qu'on a glanées avec nos partenaires, il y a deux grandes phases découlent effectivement de cette recherche de lien ou de maintien du lien. On verra juste après effectivement quel type d'informations on peut évoquer. Mais la première phase, elle revient effectivement à informer et sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, notamment sur le dispositif de télétravail. Alors dans le questionnaire, effectivement, certaines personnes faisaient état qu'il y avait une communication sur la démarche de télétravail. Cette communication, elle est ultra importante. Aujourd'hui, c'est véritablement le cadre qui permet de sécuriser et d'accompagner le collaborateur dans la gestion de son quotidien. C'est vrai qu'associé à cette démarche de communication sur le télétravail en lui-même, il y a naturellement une communication sur la démarche de posture. On l'a vu, hein, on voit des vidéos passées, on voit des échanges sur le fait, des personnes qui disent je travaille dans mon canapé, je travaille dans mon lit, etc. Sur la luminosité de l'environnement. On n'a pas tous la chance d'avoir un jardin, on n'a pas tous la chance d'avoir des grandes fenêtres ou d'avoir une exposition. Mais pour autant, trouver un cadre de travail, c'est quelque chose qui est important. Et échanger avec les collaborateurs sur son cadre de travail, c'est également quelque chose qui est important. Donc, cette première phase, effectivement, d'information et de sensibilisation, souvent, elle a été réduite aux communications plutôt descendantes, direction générale, collaborateur, dans une démarche très institutionnelle. Là, il y a une question de dire comment on arrive à aller plutôt dans une logique à la fois de QVT et de préoccupation des situations des collaborateurs à aller chercher de l'information, et c'est pas trop tard, sur aujourd'hui, on a mis en place des dispositifs de télétravail, etc. Comment, voilà, on vous rappelle quelques règles de bon fonctionnement, etc. Ça, c'est le premier cadre. Le deuxième cadre vise effectivement à identifier les moyens de solliciter les collaborateurs en situation de handicap. Et là, effectivement, il y a
démarches. Il y a des entreprises qui ont mis en place des questionnaires, d'autres qui font des baromètres, du type tous les jours, donnez-moi votre humeur. Donc, il y a des petites applications qui circulent et qui permettent aux collaborateurs de donner leur humeur du jour. Vous avez des démarches très structurées de prise de contact, réalisation d'entretiens téléphoniques avec les collaborateurs volontaires pour recueillir leurs besoins, leurs avis, etc. Donc ça, c'est à vous en fonction de votre public, en fonction de sa disponibilité également. C'est sûr que quand on a encore une grande partie de l'entreprise qui est en activité, c'est envisageable. Dès lors qu'une grande partie de l'entreprise est passée en chômage partiel, effectivement, c'est la démarche de prise de contact peut être plus délicate. Enfin, troisième étape, dans cette première phase, c'est d'identifier la personne ressource. Alors, vous êtes responsable de mission handicap et naturellement, vous êtes l'acteur principal, mais vous n'êtes pas le seul acteur. Vous êtes RH, vous êtes un acteur principal, mais vous n'êtes pas le seul acteur. Vous êtes manager, vous souhaitez mettre en place une action, c'est important, mais effectivement, c'est comment on va préciser effectivement les interlocuteurs que peuvent avoir les collaborateurs et surtout communiquer auprès des collaborateurs sur l'existence de ces interlocuteurs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate assez régulièrement, c'est que en fait les collaborateurs, je passe le cas peut-être des petites structures où il y a une personnification et un lien qui est parfois plus en direct, mais dans les très grosses structures, un certain nombre de collaborateurs peuvent se retrouver esselés et n'ont pas fondamentalement le réflexe de trouver l'information autant qu'elle y soit ou qu'elle soit visible de qui ils peuvent contacter en fonction de telle ou telle situation. La deuxième phase, effectivement, elle va rentrer dans une phase un peu plus opérationnelle. Elle se structure autour de la prise de contact auprès des collaborateurs. On est toujours dans cette démarche de consentement, comment les collaborateurs expriment ou valident leurs souhaits. Mobiliser les services de santé dans un second temps, même s'ils peuvent être occupés, débordés, etc. Il y a cette démarche des services de santé au travail qui doivent être sollicités, qui doivent rester dans la boucle d'une manière ou d'une autre. Même si, par principe de similitude et par bon sens, si on a la capacité de réaliser un aménagement qui est équivalent de l'aménagement qui avait été mis en place pour le collaborateur lorsqu'il était sur site, naturellement, l'option, c'est de la mettre en œuvre. D'ailleurs, je le rappelle, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, dès lors qu'il y a une préconisation médicale, qu'on soit salarié en situation de handicap ou pas, l'obligation de l'employeur, c'est de mettre en place l'aménagement correspondant. Et donc, la troisième action, et on peut l'oublier, découle effectivement de l'encadrement, du management, et effectivement, comment on arrive à créer du lien également avec le manager, un manager qui n'est pas forcément au courant de la situation de handicap du collaborateur dans ses équipes, mais comment on arrive effectivement à lui passer un certain nombre de messages qui doivent permettre à l'entreprise de réfléchir autant que cela soit possible, effectivement, à la fois d'évaluer la surcharge de travail, parce que dans une démarche où la vie privée, le cadre privé et le cadre professionnel se sont fortement mêlés, notamment dans une démarche de télétravail. Effectivement, on a une démarche de surcharge de travail qui peut être réalisée, mais également une démarche de sous-charge de travail, réfléchir à la productivité du collaborateur, réfléchir aux objectifs qu'on lui a fixés. En tout cas, créer ce temps d'échange, et effectivement, c'est plutôt au management et à l'encadrement d'avoir cet échange-là. Donc, comment il est mis en œuvre et effectivement, comment le sujet du handicap peut être intégré dans cette démarche. Effectivement, ça peut être compliqué. Donc, c'est en tout cas une des étapes. Après, effectivement, on peut continuer les étapes sur le retour d'expérience, le REX, un petit peu de ce qu'on a mis en place, etc. Donc, maintenant, quels sont les thèmes ou les sujets qui peuvent être abordés ou qui doivent être abordés, On est à la fois dans le devoir et dans le pouvoir. Mais alors, encore une fois, tout en respectant la démarche de respect de la vie privée du collaborateur, effectivement, la prise d'information sur le contexte familial, le fait que le salarié soit isolé ou non, ou qu'il soit aidant, ou qu'il soit en soutien aux enfants, etc. Toutes ces situations sont des informations qui sont importantes aujourd'hui en termes de confinement à réaliser. Le deuxième pan d'information qui est important, alors ça c'est des sujets en fait qu'on peut utiliser et qui permettent justement de prendre contact avec les collaborateurs. Il y a tout le sujet lié à l'organisation du travail, les plages horaires de travail, les temps de repos, le droit à la déconnexion. Je ne sais pas, peut-être que parmi
dans le cadre de les communications sur la mise en œuvre du télétravail dans vos organisations, un guide a été réalisé qui permet effectivement de mettre en avant les grandes règles du télétravail, etc. C'est un élément qui est structurant à la fois pour le collaborateur et puis pour l'employeur, qui permet effectivement de sécuriser les choses dès lors qu'on n'a pas mis un accord télétravail qui couvre l'ensemble des collaborateurs. Le troisième sujet qui peut être un sujet d'échange et de lien, c'est le sujet de l'environnement de travail. Donc, je le disais tout à l'heure, le fait de savoir est-ce qu'on a réussi autant que possible à trouver un espace isolé pour travailler, même si cet espace n'est que temporaire. La table potentiellement de la cuisine qui devient un bureau de travail la journée et qui redevient table de la cuisine le soir, quand on a une cuisine. Un sujet également lié à l'ergonomie, aux postures. Alors, je l'ai vu passer tout à l'heure dans les commentaires, lié à la lumière, à la posture, aux équipements. Voilà, c'est autant d'éléments qui doivent permettre un déroulement de journée plutôt serein et effectivement de trouver les moyens de garder une forme d'équilibre. Un échange qui est naturellement très important, qui est la quête du besoin des collaborateurs en situation de handicap. C'est une question qui peut paraître toute simple, mais de quoi avez-vous besoin ou de quoi as-tu besoin? C'est souvent c'est une question un petit peu miracle qui permet de rentrer dans une zone effectivement qui va permettre une forme de liberté de parole. Alors ça peut être de quoi vous avez besoin en plus, mais ça peut être également est-ce que en termes d'outillage, est-ce que sur ton outil informatique, est-ce que sur l'utilisation des outils de communication qui sont à ta disposition, est-ce que tout est accessible, est-ce que ça te convient pour exercer tes missions, etc. Et puis rappeler autant que faire se peut, là on est plutôt dans la démarche de communication générale, mais les différents dispositifs qui sont apportés par l'entreprise ou la médecine du travail, donc les visites. Le collaborateur est autant acteur de son suivi médical que l'employeur ne l'est. Le collaborateur peut solliciter le médecin du travail pour une visite dès lors qu'il en exprime le besoin. Donc, rappelez également au collaborateur en situation de handicap qu'il peut être dans cette démarche-là. Et puis, vous avez un certain nombre d'actions mises en œuvre par des institutionnels, des acteurs institutionnels, AGFIP, ETA, MDPH, qui ont été mises en œuvre. D'autres entreprises sont allées plus loin en mettant des dispositifs peut-être un peu plus ciblés. Alors, les entreprises qui ont des réseaux de référents, des relais, des ambassadeurs, QVT, bien-être, handicap, etc., certaines d'entre elles ont mis en place véritablement, mis en avant ce réseau dans une logique de prise de contact des collaborateurs. D'autres, effectivement, ont mis en place des lignes, si elles n'en avaient pas déjà, ont pu mettre en place des lignes d'information et d'écoute, ou en tout cas communiquer sur les lignes d'information et d'écoute qui sont mises en place par l'AGFIP, Autisme Info Consult, les lignes d'information des services de santé au travail, etc. Vous avez également des entreprises qui ont mis en place des dispositifs d'accompagnement à toute la partie charge administrative. Alors, on passera rapidement, mais je vous l'ai mis, effectivement, les MDPH aujourd'hui, en tout cas l'État a accepté de prolonger automatiquement la situation, les droits et les titres de tous les collaborateurs dont le titre arrivait à échéance au cours de confinement. Ça veut dire qu'un collaborateur qui a son titre qui arrive à échéance, par exemple le 16 avril, son titre est automatiquement prorogé pour 6 mois. Je crois, de mémoire, c'est à la date du confinement, donc c'est à la date c'est à la date du 30 mars, je crois. Donc on est dans cette démarche, effectivement, de prorogation de droit. Maintenant, ça induit également tout de même que on peut également accompagner les collaborateurs dans leur démarche de reconnaissance pour pouvoir bénéficier des dispositifs d'accompagnement, par exemple, et que automatiquement, le dépôt d'une demande entraîne une forme de reconnaissance et que même si le dossier n'est pas validé, le collaborateur aura été considéré comme en situation, comme bénéficiaire du titre de la reconnaissance de qualité de travail handicapé pendant un laps de temps de 6 mois. Donc voilà, c'est des dispositifs qui doivent permettre d'alléger un petit peu la charge administrative et qui sont mis en place à destination des collaborateurs un petit peu sous forme d'offre de service. Donc
la partie, j'ai avancé un petit peu parce que je vois effectivement le temps qui défile, donc on a un petit peu le temps de répondre à des questions si vous en avez. Donc effectivement, comme je le disais, la MDPH a mis en place, en tout cas l'État a mis en place un dispositif qui permet aux collaborateurs de bénéficier de la validité de leur titre, même s'ils sont arrivés à échéance pendant la phase de confinement. C'est un élément qui est important, qui peut être intéressant de relayer. Un autre élément qui peut être intéressant de communiquer, c'est effectivement concernant les modalités de déplacement des personnes en situation de handicap. Alors d'abord, vous avez une attestation de déplacement exceptionnelle simplifiée, avec le facile à lire et à comprendre, qui a été mise en œuvre. Et cette spécificité, alors avec une géométrie plus ou moins variable, on voit encore des personnes en situation de handicap qui se font verbaliser par les forces de l'ordre dans certaines régions, dans certains départements. Mais effectivement, les personnes en situation de handicap ne sont pas astreints à une limitation de sortie de 1 heure, ni à une contrainte d'1 kilomètre, ni à une fréquence, dès lors qu'elles peuvent justifier d'abord de leur situation de handicap et de la situation particulière. On pense notamment au public autiste ou atteint de différents types de troubles, voilà, pour lesquels, effectivement, que ce soit côté famille ou la notion d'enfermement peut être plus ou moins complexe. Donc, voilà, à nuancer, encore une fois, parce qu'on a effectivement des familles ou des personnes qui ont pu être verbalisées malgré le fait qu'elles pouvaient faire état de ces situations. Un autre élément qui peut être intéressant de communiquer auprès des collaborateurs, alors vous avez effectivement, je pense que vous l'avez tous vu passer, les différents mécanismes d'aide de l'AGEFIP, il y a une dizaine d'aides qui ont été listées. Une aide qui peut nous intéresser en l'occurrence concerne effectivement les aides liées à la mise en place des mesures pour le télétravail. Dans ce cadre-là, il y a tout de même une nuance à avoir. Il faut que le collaborateur en question n'ait pas été déjà soumis à une démarche de télétravail, en tout cas ne soit pas déjà bénéficiaire. On parle bien de personnes qui jusqu'à présent n'étaient pas en forme de télétravail, déjà ne bénéficiaient pas déjà du télétravail. Et l'autre question relève de est-ce que les entreprises qui sont sous accord peuvent bénéficier de cette aide. On a contacté l'AGEFIP qui n'a pas pu répondre à cette question pour le moment. Donc, dès qu'on aura l'information figée, on vous répondra. En tout cas, on communiquera sur ce point. Donc ça, c'est plutôt sur vous pouvez aller voir sur le site de l'AGEFIP les 10 aides financières. C'est principalement cette aide qui concerne aujourd'hui les entreprises. Les autres vont concerner, enfin, il y a des aides qui vont concerner les entrepreneurs en situation de handicap qui vont avoir effectivement des financements complémentaires, les stagiaires ou les acteurs, les personnes en situation de handicap en formation, etc., qui peuvent être accompagnés. Mais côté employeurs et collaborateurs en situation de handicap dans les structures, on est sur cette aide-là et les autres aides, bien évidemment, de l'AGEFIP perdurent. Et autre information, c'est effectivement toutes les lignes d'information. L'AGEFIP a mis en place sous son même numéro de téléphone une permanence d'écoute psychologique. Vous avez également la plateforme d'écoute autisme infoservice qui peut être également sollicitée. Vous avez un certain nombre de structures qui peuvent être à votre disposition, que vous pouvez relayer auprès de vos collaborateurs, même si effectivement l'élément le plus prégnant relève sans doute effectivement des actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre et de cette proximité que vous avez déjà créée ou que vous allez créer avec vos collaborateurs pour identifier des situations d'alerte, mais également compenser la situation du collaborateur pour faire en sorte que cette démarche de confinement et la continuité de son activité puisse perdurer, sachant qu'il y a quand même un élément qui est à prendre en compte, c'est que dans la dernière allocation d'Emmanuel Macron a été fait mention de cette possibilité de sortie de confinement progressive à partir du 11 mai. Bon, il a bien été précisé dans son allocution que ce dispositif n'allait pas concerner les personnes vulnérables, à savoir ça induirait qu'en tout cas les collaborateurs en situation de handicap seraient sans doute amenés à devoir rester confinés au-delà du 11 mai. Et donc, voilà, il semble impérieux de mettre en place des mesures de communication, de contact qui permettent effectivement de maintenir ce lien.
Dernier point avant potentiellement de pouvoir avec vos questions, de pouvoir échanger peut-être avec vous. Quelques idées de choses qui ont été mises en place dans l'entreprise, alors peut-être de manière un peu plus légère. Donc je vous en parlais, hein, certaines entreprises ont mis des applications qu'on pourrait appeler applications d'humeur, qui permettent à un collaborateur de dire un petit peu comment il va aujourd'hui, qui peuvent être effectivement des indicateurs d'une situation. Certaines entreprises ont mis en place la création de challenges entre collaborateurs, challenge musique, film, livre, sujet société, action de solidarité. Effectivement, c'est Xavier tout à l'heure qui en faisait part, le fait de communiquer sur qui fait quoi au sein de l'entreprise. Certaines entreprises sont d'ores et déjà impliquées dans la fabrication de masques, dans l'accompagnement des personnels soignants, etc. Mais en tout cas, la mise en avant de l'engagement solidaire des collaborateurs est un élément qui permet effectivement de renforcer le collectif. Certaines entreprises ont mis en place des plateformes ou des newsletters qui permettent de relayer les engagements. Travailler également sur les témoignages de collaborateurs. C'est pour la petite anecdote, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, au sein du groupe Jobin Live, on a un de nos collaborateurs qui nous fait des ateliers cuisine tous les vendredis. En vidéoconférence. Voilà, c'est un temps de partage, un temps d'échange qui permet un petit peu de sortir de sa bulle. Des propositions d'échange, notamment sur des thématiques différentes, via l'intervention de conférences, de webinaires, de formations. Voilà, effectivement, on a des entreprises également qui profitent de ce temps pour réfléchir, construire des dispositifs de formation pour leurs managers, pour leurs référents. Donc, on va solliciter effectivement les équipes pour co-construire avec eux ces dispositifs. Et puis ensuite, effectivement, favoriser toute forme de temps d'échange informel. Voilà, c'est des éléments qui peuvent permettre de garder de liens. Donc, voilà, il est 15h42. Je vais parler un petit peu plus que prévu. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'aller voir les différentes questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait en même temps sur le chat différents échanges qui avaient lieu, notamment sur la recherche de situations d'ergonomes ou d'acteurs de la santé. J'ai vu qu'il y avait des réponses qui avaient été inscrites, tant mieux. Donc, est-ce que vous avez… alors, on a mis au fur et à mesure de l'échange, on a mis de côté un certain nombre de questions. Ce que je vous propose, c'est peut-être de les balayer ensemble. Et puis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à vous solliciter, à nous solliciter. Puis, on va rebondir. Alors, je vais… alors, je vais d'abord un petit peu lister les actions qui ont été mises en œuvre par les différents participants. Donc, effectivement, proposition d'aménagement de poste à domicile pour les salariés qui en ont besoin. C'est un élément qui est effectivement mis en œuvre. Alors, ça découle effectivement d'une prise de contact. Donc, après, quand on a comment a été réalisée cette prise de contact, etc., c'est comment on l'a structurée, comment on la projette dans le temps également. Parce qu'effectivement, il y a des aménagements de poste nécessaires à l'instant, mais également des situations qui évoluent. Donc, comment on va également auprès des collaborateurs s'assurer que les aménagements répondent bien aux besoins. Des webinaires sur la connaissance de soi et des autres pour redonner du sens, effectivement. Je suis référent de Mission Handicap, mise en place de visio, d'aménagement de poste, ligne d'écoute pour nos salariés. On est une structure d'aide à la personne. Donc, effectivement, c'est comment on arrive à faire en interne ce qu'on arrive à faire dehors. C'est important. Avec le prévenant un salarié qui a dû acheter une imprimante, cette dépense peut être considérée comme une dépense sur la DOTH de l'entreprise. Alors, ça peut relever effectivement, en tout cas, des dépenses liées aux besoins d'aménagement de poste. Maintenant, l'enjeu, c'est cette notion à la fois de remboursement du collaborateur, remboursement de notes de frais et d'imputation. Moi, de manière aujourd'hui,
en tout cas, la GFIP reconnaît dans le cadre de cette mécanique d'aide à la mise en place du télétravail et notamment à la mise en place d'équipements, que ça peut rentrer dans le cadre des dépenses déductibles de la DOTH. Et donc, si vous avez un accord, une dépense d'accord, selon moi, oui, ça peut rentrer. Après, il y aura un sujet quand même sur les modalités de remboursement du collaborateur et la traçabilité en termes de facturation, parce que du coup, il n'y aura pas une facturation au nom de l'entreprise. Donc, comment on le déclare dans le cas des dépenses déductibles, il faudra trouver le moyen, ou en tout cas évoquer ce cas avec la GFIP pour qu'il puisse y répondre. Un salarié handicapé en télétravail qui a des difficultés à se rendre au centre de médecine du travail peut-il refuser une convocation au centre alors que le médecin a des vacations à l'infirmerie de l'entreprise? On peut, de toute façon, on peut toujours être absent, reporter un suivi médical. Hein. On est dans une démarche qui reste volontaire. Donc, refuser la convocation, en tout cas dire qu'il n'est pas dans situation de s'y rendre, oui. Après, c'est trouver les moyens, effectivement, pour ne pas faire en sorte que le salarié ne se mette pas en risque. Et donc, puisse tout de même, d'une manière ou d'une autre, avoir une mécanique qui se fait, un échange peut-être téléphonique qui permettrait de cadrer les choses. Ça peut être une solution qui peut être envisagée. Je continue les questions. Je m'occupe de 70 salariés en situation de handicap. Leur ai envoyé une newsletter informative sur de nombreux sujets évoqués aujourd'hui. L'idéal serait de les contacter individuellement, mais par qui commencer? Quelle priorité? Alors, par qui commencer? Un des premiers éléments, je pense, hein, après, encore une fois, moi, c'est effectivement de réfléchir à la démarche. Je pense que les collaborateurs qui ont peut-être le plus besoin d'être contactés sont ceux qui ont le moins l'habitude ou qui n'ont jamais été, s'ils sont tous en télétravail, qui n'ont jamais été. Donc, potentiellement, les contacter en priorité ceux qui n'étaient pas en télétravail pour savoir comment se passe la situation. Enfin, s'ils sont en télétravail, hein, je ne connais pas tout le cadre de cette situation, mais ça peut être les démarches prioritaires. Après, nous, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a conseillé aux entreprises qui ont décidé de contacter tous leurs collaborateurs en situation de handicap de manière dédiée, c'est d'y aller plutôt par étapes. Effectivement, une fois une newsletter informative sur de nombreux sujets, on a intégré le fait que le collaborateur puisse accepter ou non un entretien. C'est là où on a déjà une démarche de consentement, c'est-à-dire qu'en gros, il nous ouvre la porte de chez lui, quoi. Et ça nous semblait important. Donc, cette démarche-là, on le fait par une démarche de questionnaire, alors qui peut être très simple, qui peut être une seule question, hein, mais qui est adressée au collaborateur par mail s'il a accès à ses mails, toujours, ou qui peut être adressé par courrier, et qui lui propose justement la réalisation d'un entretien. Alors, ça peut paraître un petit peu stéréotypé, en tout cas un petit peu strict comme démarche, mais c'est vrai que c'est selon nous une démarche qui permet de valider le consentement. C'est que les collaborateurs qui souhaitent être contactés par téléphone peuvent dire « je souhaite être contacté », et ceux qui ne souhaitent pas être contactés, soit ils ne répondent pas, soit ils diront « je ne veux pas être contacté ». Donc pour nous, c'est la notion de priorité, elle se fait là. Après, effectivement, quand on a 100 collaborateurs qui nous disent « je veux bien » ou 70 collaborateurs qui disent « je veux bien être contacté », par qui on commence? Effectivement, peut-être ceux pour lesquels on sait qu'il y a peut-être des environnements les plus complexes et qui pourraient constituer une urgence par rapport à d'autres. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors il y en a une nouvelle qui est apparue. Lors des appels aux salariés, je me suis aperçu que beaucoup d'entre eux se sentaient exclus de facto des offres du CSE, voyage, sortie, billetterie. D'autre part, j'ai appris que le CSE pouvait dispenser un plafond annuel pour aide à l'aménagement d'un voyage ou de sortie pour salariés handicapés. 2 questions. Le salarié doit-il être reconnu handicapé par le RH pour bénéficier de cette aide ou juste prouver son handicap au CSE sans que le RH ne soit informé? Comment mettre en place cette aide? C'est un peu flou, je ne trouve pas de texte. Alors, là,
Estelle, je pense que l'élément serait peut-être de t'en discuter plus spécifiquement, hein, parce que c'est vrai que ça donne un champ de situation, mais pouvoir répondre de manière très précise, ou en tout cas à cette question, ça va peut-être ici être compliqué. En tout état de cause, un salarié, le comité d'entreprise, ou en tout cas les offres qui y sont associées, peuvent parfois être distingués de l'entreprise elle-même, dans le sens où un collaborateur n'a pas fondamentalement besoin d'être déclaré auprès de son employeur pour pouvoir, il peut indépendamment déclarer sa situation de handicap et son type pour pouvoir bénéficier de tel ou tel dispositif. Après, c'est comment les choses ont été cadrées. Donc ça, c'est le premier point. Ce que je vous propose, Estelle, c'est peut-être alors à la fin de la formation, ou en tout cas là, c'est peut-être de regarder avec vous cette situation plus précise pour étayer un petit peu les choses, et puis pouvoir trouver effectivement une piste de réponse pour vous accompagner. Là, très clairement, je me sens pas en situation de pouvoir vous donner une réponse précise en l'état. Voilà. Est-ce que parmi les participants aujourd'hui, certains ont des questions? J'ai pas vu d'autres questions sur le chat. Est-ce que certains veulent peut-être partager d'autres actions qu'ils ont pu mettre en œuvre, ou tout simplement comment aujourd'hui ils perçoivent la situation de leurs collaborateurs, de leur population, notamment en situation de handicap, au vu est-ce que les choses vous semblent plutôt sous contrôle? Est-ce qu'il y a des situations, des cas qui ont pu être complexes à résoudre, ou qui peuvent effectivement être impactants, ou est-ce que on s'arrête là pour aujourd'hui, et puis à votre disposition pour d'autres questions ou d'autres aventures dans un prochain webinaire. Je vais laisser passer peut-être. Je vois que personne n'écrit. Dans la partie publique, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Je pense qu'on a fait à peu près. Moi, j'espère que ces éléments, un message non lu, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'avoir été présent. Donc, vous aurez ce webinaire en replay. Vous avez une autre série, bien évidemment, la série des webinaires du groupe Job in Life continue. Hein. Vous en avez un certain nombre qui sont projetés sur les jours et les semaines à venir. On réfléchira bien évidemment à d'autres thématiques. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez, à nous préciser des thématiques qui vous sembleraient intéressantes, et qu'on sera ravis effectivement de travailler, ou sur lesquels on pourrait mettre un focus dans le cadre de prochains échanges. Et puis toute l'équipe, que ce soit du groupe Job in Live et la Visea, on est à votre disposition si vous avez des questions, si vous interrogez sur ces situations. Estelle, je vous propose de revenir vers vous pour échanger plus avant. Et puis, je souhaitais vous remercier pour votre participation, et vous dire à très bientôt dans un prochain webinaire.